Un monstre peut souvent en cacher un autre. Dans cette première vidéo, je vais m'attaquer à une histoire qui rassemble le plus grand nombre de mes passions, la littérature gothique, le cinéma, l'histoire de l'art et le 19e siècle. L'histoire d'une femme et d'un monstre se battant pour la même chose, le droit d'exister. Le Frankenstein de Mary Shelley. Pour ce faire, je vais découper cette vidéo en 3 parties. La première sera le contexte historique dans lequel a grandi Mary Shelley. En 2, un célèbre été au bord du lac Léman qui a inspiré l'écriture de son roman. Et enfin, l'histoire de ce monstre qui, malgré les apparences, est probablement plus humain que vous et moi. Partie 1, contexte historique. Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe, le mood global est imprégné des idées des Lumières, tant dans les domaines de la littérature, de la philosophie, des droits sociaux et des sciences. La religion n'a plus réponse à tout et le besoin d'expliquer le monde naturel se fait de plus en plus pressant. En 1780, un physicien italien, Luigi Galvani, se lance dans des expérimentations visant à comprendre le vivant et sa machinerie. Il va s'amuser à faire circuler des courants électriques dans le corps d'amphibiens inanimés et constater qu'il parvient temporairement à leur faire danser la gigue. Début 19e, son neveu Giovanni Aldini reprend ses recherches et va théoriser cette pratique sous le nom de galvanisme. Mais il est un peu plus gourmand que son tonton et en 1803, il se dit que ranimer des grenouilles et des têtes de veau, c'est bien sympa, mais qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure, ranimer le corps d'un être humain. Alors oui, je vous vois venir. Si vous pensez que jouer au docteur Maboul avec le corps d'un défunt serait chose immorale, voire carrément illégale, oui, vous avez raison, mais c'est une conception moderne de la dignité qu'on donne au corps humain. Et ce serait sans compter sur le Murder Act de 1751. Cette loi permettait aux écoles de médecine de disposer du corps d'un condamné à des fins scientifiques. D'un côté, cette loi se voulait dissuasive pour les vilains et vilaines qui auraient préféré finir direct dans une boîte plutôt qu'en pièces détachées sur une table froide, et de l'autre, elle permettait d'approvisionner les écoles de médecine en spécimens pour s'adonner à des séances de dissection, parfois publiques et largement couvertes par la presse de l'époque. D'ailleurs, petite anecdote, la demande en corps étant plus importante que l'offre, ça va entraîner la création de 2 business. 1, le body snatching, et 2, les cercueils anti-snatchers. D'ailleurs, je vous recommande très fortement la superbe comédie macabre Burke and Hare sortie en 2011 qui raconte l'histoire des 2 plus célèbres body snatchers de l'époque. La jeune Mary Wollstonecraft Godwin, ou future Mary Shelley, n'a alors que 5 ans lorsqu'en 1803, Aldini obtient enfin un sujet, George Forster, et va s'adonner à une expérience qui va marquer un tournant tant dans l'histoire scientifique que littéraire. Une pince par-ci, un câble par-là, on branche le tout et c'est un échec. Ça marche absolument pas son truc, même pas un petit peu. Aldini ne parvient pas à faire repartir le corps du condamné, mais étant une première scientifique, la presse relaiera massivement l'événement, ce qui n'échappera probablement pas à la jeune Mary. En 1814, Mary a 17 ans lorsqu'elle tombe amoureuse puis enceinte du poète romantique Percy Shelley, qui ne tardera pas à la tromper. Mais première tragédie, leur jeune nourrisson ne passera pas son premier hiver, ce qui va ranimer chez Mary le souvenir du trauma de la perte de sa mère morte en couche, la célèbre autrice et féministe Mary Wollstonecraft. Donc, je résume, nous avons un scientifique excentrique, un mari infidèle, le deuil d'un nourrisson, une période en pleine mutation, vous assemblez ce puzzle macabre et ne manque plus qu'une étincelle pour que le tout s'embrase. Partie 2, un été orageux. Avril 1815, le mont Tambora sur l'île indonésienne de Sumbawa explose et provoque l'une des plus importantes éruptions volcaniques de l'histoire. Une partie du monde se retrouve dans l'ombre et le froid, entraînant une période appelée l'année sans été. Mai 1816, à 10 000 km de là, le couple Shelley est en deuil de leur premier enfant, alors que la sœur de Mary, Claire, est enceinte du plus sulfureux auteur romantique de l'époque, Lord Byron. Claire parvient à convaincre le couple d'aller s'aérer l'esprit en Suisse pour retrouver son cher Byron, qui réside dans sa célèbre villa Diodati au bord du lac Léman, avec son secrétaire et médecin John Polidori. Ça va, vous me suivez? Ok.
Tout ce petit monde papote philo, littérature, fait des balades bucoliques, jusqu'à une célèbre soirée de juin. Depuis plusieurs jours, le temps se dégrade. Un soir, la tempête fait rage et pour tuer l'ennui, tout ce petit groupe féru de littérature gothique, de surnaturel et d'horreur s'amuse à se faire peur au coin du feu en se lisant des histoires de fantômes et d'épouvante. Une fois les esprits bien échaudés, les convives rapportent que Byron leur aurait proposé un défi littéraire. Ils devront chacun écrire un conte d'horreur. Deux acceptent. John Polidori qui va ébaucher le vampire qui sortira 78 ans avant un certain Dracula, et Marie qui trouvera l'inspiration une nuit lors d'une plausible paralysie du sommeil. Je semblais voir l'horrible fantôme à la vue duquel j'avais tressailli se lever devant moi. Je sentis qu'il mettait sa main glacée sur mon cœur. Je me réveillais en sursaut, le spectre avait disparu. Je me levais et j'écrivis enfiévré sur la moitié de la nuit. Le lendemain, j'annonçais que j'avais conçu un conte. Je le commençais par ces mots. C'était par une lugubre nuit de novembre. Dans ce qu'elle pensait être une simple nouvelle, elle va mettre tout son vécu. Le deuil impossible d'un enfant, les expériences macabres du galvanisme et le rejet de son mari infidèle. Vous mettez tout ça dans un shaker et vous obtenez les prémices de son Frankenstein ou le moderne Prométhée. Maintenant que nous avons le contexte, passons au roman. Partie 3, mon hideuse progéniture. Le 11 décembre 1817, un navire et son équipage sont piégés dans les glaces de l'Arctique et vont tomber sur un homme errant au corps décharné, Victor Frankenstein. Après avoir repris ses esprits et sentant sa fin approcher, Victor décide de livrer toute son histoire au capitaine Walton, le plus sinistre des testaments. L'histoire d'un aristocrate bien sous tout rapport qui va se passionner dès son plus jeune âge pour l'observation du monde naturel. Il veut tout comprendre et tout apprendre. Pour ce faire, il se plonge dans l'étude de l'alchimie et de l'hermétisme. Le jeune Victor, il a 13 ans. Si vous le trouvez déjà précoce, c'est qu'un début. À 17 ans, il quitte sa Suisse natale pour faire ses études de sciences naturelles en Allemagne, où ses intérêts pour l'alchimie vont rencontrer la science et la raison, mais surtout la pratique. À 20 ans, il va chercher à libérer l'humain de sa finitude et à le rendre invulnérable. Et c'est à ce moment que l'histoire commence à sentir franchement mauvais, littéralement. Pendant plusieurs mois, il va s'isoler pour appliquer les principes du galvanisme que j'explique dans la première partie et se livrer à des expériences morbides dans le but de créer un nouvel être. Et l'avantage de la fiction sur la réalité, c'est que là, ça va fonctionner. Mais ce cher docteur est tellement aveuglé par l'ambition de ce puzzle infâme qu'il prendra conscience que trop tard de l'horreur de son acte. C'est tellement pratique. Sa peau jaunâtre dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ses avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait presque la même que celle blême des orbites. Donc oui, petit debunk, la créature ne ressemblait pas à ça, mais plutôt à ça. Victor, soudainement horrifié, prend ses jambes à son cou, abandonne sa créature sur place sans guidance ni soutien et ne prendra même pas la peine de lui offrir la plus basique des dignités, un nom. Et croyez-moi sur parole, dans le genre « j'assume pas mes conneries », il en a sous le coude. Pendant un an, on suit le périple de cette créature à l'ombre des villes, des forêts et des montagnes, à observer les humains et à apprendre avec la naïveté d'un nouveau-né. À mon goût, c'est sérieusement certaines des plus belles pages de ce roman. Mais son apprentissage et ses premières interactions vont le rendre de plus en plus amer, déclenchant chez lui un sévère désir de vengeance. Il prend alors la décision de se retourner contre son créateur pour lui avoir donné une existence maudite en lui ôtant tous les êtres qui lui sont chers. Certes, il n'est pas dans la demi-mesure le gars, mais ce qui est absolument formidable avec ce roman, c'est qu'il devient quasiment impossible de prendre un camp. Au moment où il arrive enfin à attirer l'attention de Victor, sa vengeance a déjà débuté. Et après un échange intense avec son créateur, il va lui proposer un cessez-le-feu, mais à une condition. Je suis prêt à te laisser en paix, pas de souci, à condition que tu me crées une compagne à mon image, sinon je me gorgerai de mort. Suite à cet échange hyper constructif,
Victor va tout de même accepter, il se met au travail, mais sera dévoré de remords et mettra en pièces les débuts de ses travaux devant les yeux enragés de sa créature. En réponse, cette scène déclenche une amartia entre les deux hommes, coûtant la vie à une bonne partie des proches du docteur. Ce qui aurait pu être un mimétisme macabre de la création divine, « Moi Dieu, je crée Adam, puis son Ève et advienne que pourra », se transforme en un récit de vengeance ignoble inspiré du Paradis perdu de John Milton. Tu me rejettes? Ah ouais, bah écoute, pas de souce, je n'ai plus qu'un but dans la vie, semer sur mon chemin, mort et désolation. Yeah! Jusqu'à la fin du roman, Shelley n'aura de cesse de nous empêcher de discerner le bien du mal et le bon du méchant. Et c'est ce qui me fascine tant avec cette histoire. Car au final, la question, elle est là. Qui est le véritable monstre? Victor Frankenstein, qui par son irresponsabilité incarne une forme de monstruosité morale et éthique, sa créature qui, cherchant à s'élever au-dessus de sa condition, ne connaîtra que le rejet et la maltraitance par une société l'entraînant dans une série de crimes abominables? Ou alors, et c'est mon petit préf, la société et sa capacité à générer des monstres en marginalisant celles et ceux qui ne suivent pas la marche? Selon moi, Frankenstein, c'est un récit sur l'abandon et sur le rejet de ce que l'on ne comprend ou ne maîtrise pas. Mary Shelley ne s'est jamais exprimée publiquement sur le rapport autobiographique qu'il peut y avoir entre elle et sa créature. Mais il est tout à fait plausible d'imaginer que ce récit l'ait au moins aidé à dépasser certaines de ses souffrances. De la perte de sa mère, puis de son enfant, le sentiment d'abandon et de trahison qu'elle a vécu avec les tromperies de Percy, jusqu'à sa marginalisation en tant que femme écrivaine dans une société dominée par les hommes. Après plusieurs refus de maisons d'édition, Mary parvient à trouver preneur de son Frankenstein en 1818, à condition qu'elle reste anonyme et que son cher époux signe la préface. Aujourd'hui, complètement réhabilité, le Frankenstein de Mary Shelley est reconnu comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature gothique. Mais surtout, il a jeté les bases du genre de la science-fiction jusqu'à devenir un sujet d'étude académique salué pour son exploration des thèmes tels que la responsabilité scientifique, l'aliénation sociale et les conséquences de l'ambition démesurée. Et selon vous, qui est le véritable monstre? Merci 1000 fois pour avoir regardé cette première vidéo. C'est un tel régal de pouvoir enfin allonger les formats. Si vous avez liké, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner, partager, mettre des commentaires. Vous connaissez le bail. Ça pourra m'aider à faire monter la chaîne et à pouvoir vous raconter toutes les histoires que j'ai en stock et que je vous raconte déjà depuis pas mal d'années sur Insta et TikTok. Encore un grand merci et je vous souhaite une bonne journée. Salut!